Nicolas Jounis nous présente son livre « Histoire de propagande » aux éditions Manuscrits. Entretien avec le journaliste Joël Bonnemaison. En ce moment, la tendance, le mot moderne à la mode, et surtout pour les jeunes qui veulent embrasser un métier, c'est le mot communication et c'est le verbe communiquer. Est-ce que vous voyez une grande différence entre la communication et la propagande? Est-ce que ce ne serait pas un terme moderne, la communication, pour dire propagande? Oui, c'est possible. C'est une évolution. Il y a différentes sortes de propagande. C'est pour ça que ce livre, vous l'avez rappelé, avait un S à propagande. La communication au jour d'aujourd'hui, c'est probablement ce qu'était la propagande hier, sous d'autres formes. On ne peut pas vraiment analyser quelles étaient les réactions des personnes, serait-ce qu'à cette époque sombre que fut l'époque du Troisième Reich, le retour qu'avaient les personnes quand on leur présentait une communication à l'époque qui était ce qu'on appelle aujourd'hui de la propagande par rapport à la communication d'aujourd'hui, qui sera peut-être de la propagande pour les personnes qui regarderont dans 50 ans ce que l'on nous présentait. Alors, votre livre, vous venez de le dire, couvre, ma foi, 2000 années de l'histoire des hommes et du monde. On va aller tout de suite rejoindre les Romains. Déjà, en ce temps-là, au temps de Rome, il y avait, dites-vous, de la propagande dans l'air. Oui, la première image qu'on puisse garder de Rome au jour d'aujourd'hui, c'est probablement les Jeux du cirque. Oui. Bon, 100 000 Romains dans l'arène, des spectacles organisés par les consuls, par les Césars, souvent d'ailleurs à des périodes où ces mêmes Césars ou ces mêmes consuls n'étaient pas forcément en période de grâce. Cela permettait, étant donné que ces jeux étaient gratuits, de pouvoir acquérir une très bonne notoriété et de remonter probablement sa cote de popularité. Oui, en somme, c'était des hommes politiques qui avaient besoin de se refaire une santé. Tout à fait, c'est vrai. Ces jeux coûtaient extrêmement cher. Les personnalités politiques étaient des personnalités issues, 99% de la bourgeoisie, qui pouvaient se permettre ce genre d'action. Elles le faisaient parce qu'elles savaient que c'était le seul moyen de pouvoir rester en place à cette époque où un homme politique avait une chance sur deux de finir sa vie assassiné. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces grands jeux modernes que sont par exemple des coupes de football, puisque c'est l'actualité, ou quelque chose d'équivalent? Coupe, là, en ce moment nous sommes en pleine Coupe d'Europe, c'est exactement la même chose que les jeux du cirque de l'époque romaine. Je vais prendre un autre exemple, celui de 1998 avec la Coupe du Monde. On avait à cette époque-là un président de la République en France, Jacques Chirac, un Premier ministre, Lionel Jospin, issu de deux bords politiques totalement différents, qui étaient avant la victoire finale, dans les sondages, je crois respectivement à 42 et 44%. Oui, c'était pas très brillant à ce moment-là. C'était pas très brillant. Oui. Le lendemain de la victoire de l'équipe de France Coupe du Monde, où on avait vu le président Chirac embrasser le capitaine de l'équipe de France, et puis Lionel Jospin, le Premier ministre, en faire de même. Ils ont gagné, je crois, sur les 2 jours qui ont suivi la victoire de la Coupe du Monde, respectivement 10 et 12 points dans les sondages. Donc effectivement, ces jeux du cirque de l'époque romaine se sont transposés, sont devenus effectivement des grands moments sportifs, comme on peut en connaître aujourd'hui. Et cette fameuse cote de popularité est toujours bonne à prendre dans ces événements. On va faire un grand saut dans l'histoire et dans l'histoire de France. Et nous allons arriver à Philippe le Bel, Philippe IV de Valois, pour être précis, alors qu'il était un roi un petit peu fier et un petit peu brutal. Et lui a utilisé la propagande à des fins naturellement personnelles aussi, de façon à augmenter encore son pouvoir. Oui, c'est une histoire assez exceptionnelle. Je pense que ce doit être probablement le premier vrai monarque absolu. Un monarque... On dit que c'est évidemment c'est un anachronisme et une contradiction, on dit que c'est un roi jacobin. Oui, c'est le roi de fer. Ce qui est sûr, c'est le roi de fer. Il est arrivé au pouvoir assez jeune. En face de lui, il y avait un pape qui, lui aussi, voulait affirmer sa toute-puissance sur l'Église. Philippe le Bel aura quand même réussi à faire venir le pape en Avignon. En Avignon, en France, voilà. Le pape soit en France, sous la tutelle du roi, plus ou moins l'avoir vraiment, comme je l'ai dit, sous cette tutelle, et comme un second, quasiment, à faire que le pape canonise son grand-père, Saint-Louis, et par là même, effectivement, Philippe le Bel a été craint, respecté du moins, et probablement craint de tous, parce qu'il a su mettre en place une certaine politique
vraiment une grande propagande de politique, et il s'est servi de la religion comme il a pu le faire. Ouais. Et puis il n'a pas fait de cadeau aux Templiers, ni non plus aux Lombards, ni non plus à personne d'ailleurs. Revoir les rois maudits à cette occasion-là, bien entendu. Alors on va faire encore un autre petit saut dans l'histoire. Là nous arrivons à Henri IV, vous faites un chapitre intéressant. Henri IV, le commencement de la laïcité. Alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Bien, je pense que Henri IV, c'est un parcours assez étonnant. Il est protestant. Une première fois, il va se convertir, bon, un peu contraint tout de même. Et forcé, oui. Et forcé. Il va revenir en Navarre. Il va une nouvelle fois revenir au protestantisme. Et puis, Paris vaut bien une messe, ce fut sa phrase. Pour devenir roi de France, il redevient effectivement chrétien. Catholique du moins. C'est un parcours étonnant. Je précise peut-être début de laïcité à partir du moment où cet homme est l'homme qui a fait l'édit de Nantes. À partir de là, il permet que soit toléré le protestantisme en France, toléré pleinement et librement, en quelque sorte. À partir de là, on peut se dire qu'effectivement, on arrive dans une sorte, pas clairement d'État, mais de pays où peuvent être tolérées plusieurs pensées religieuses. Et là-dessus, il a fallu qu'il communique, entre guillemets, parce que le terme n'était pas de cette époque-là, donc qu'il fasse lui-même de la propagande. Alors, il a fait énormément de propagande. Et c'était évident, il était, comme je l'ai dit, protestant. Il n'était pas forcément apprécié. C'était une période assez sombre, en plus, de l'histoire de France. Il y avait eu le massacre de la Saint-Barthélemy. C'était assez difficile. Il a fallu qu'il se fasse un nom, il a fallu qu'il se fasse respecter une situation. Il était roi, mais il n'était pas roi issu de la monarchie. Il était vraiment roi issu de mariage. C'est un roi assez éloigné, finalement. Et sa propagande a été assez intéressante. Il a parcouru de nombreuses villes de France avec de grands cortèges, un peu comme aujourd'hui le Tour de France où les caravanes passent. Il a fait exactement la même chose. Et puis, il a rencontré les gens. Il a fait une sorte de campagne présidentielle avant. J'allais vous dire, alors le Premier Empire, Napoléon, là, la propagande, il y allait de l'avant et de bon train. Hein. Oui, ça, il a su faire. Il a su s'allier avec à peu près tout le monde. Il y a des personnalités dans son entourage qui savaient aussi se servir de la propagande et qui l'ont aidé. Une personne comme Talleyrand, par exemple. Hein. Et peut-être Fouché un peu. Fouché aussi beaucoup, qui a été ministre de la police. Napoléon, d'abord, il est consul. D'abord, il est premier consul. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'allier toutes les forces politiques en présence pour lui permettre d'arriver à ce statut. Après, il a suivi un peu l'exemple de Philippe le Bel. À l'époque révolutionnaire, on a mis un peu la religion de côté, on a essayé de la persécuter, il a essayé de remettre de l'ordre dedans, et en même temps, il ne se disait pas forcément être croyant lui-même, mais ça ne l'a pas empêché de créer une Saint-Napoléon. Oui, c'est ça, c'est une sorte de Gallican, Napoléon Ier, hein, on peut dire ça, quoi. Alors que même sous la période révolutionnaire, quelqu'un comme Robespierre, lui souhaitait une religion d'État, pas celle qui existait, mais une autre, la sienne. La religion de l'être suprême, une religion qu'il avait imposée, une religion... Ça, c'est encore une propagande. Pleine de vertus, oui, une propagande à la Robespierre. C'est étonnant aussi comme parcours, parce que Robespierre, c'était quelqu'un finalement d'extrêmement, peut-être jusqu'à dire timide au début de sa carrière, hein. Politique qui s'est révélé un peu tardivement, et puis qui peut-être s'est transformé... un peu loin, en sorte de dictateur. Il s'est entouré de personnalités comme Saint-Just, qui était aussi extrêmement virulent. Il y a un fond de mysticisme dans tout ça. C'est tout à fait possible, oui. Mais de toute façon, le culte de l'être suprême, initié par Robespierre, aura servi de modèle plus tard à Adolf Hitler. Oui. Nicolas Joly, aujourd'hui, nous sommes plus sous Napoléon, ni sous Robespierre, ni sous le Troisième Reich, encore moins. Est-ce qu'il y a de la propagande d'État aujourd'hui dans notre pays ? C'est évident, il y a de la propagande d'État. Vous avez réfléchi un peu là avant de répondre là. Non, je réfléchissais simplement au terme propagande, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans 50 ans, on parlera peut-être de propagande. Aujourd'hui, on parle de communication, vous l'avez rappelé également. C'est très intelligemment fait, de façon à ce que les gens, peut-être, ne puissent pas vraiment s'apercevoir de la communication qui est faite aujourd'hui. Tout au jour d'aujourd'hui a trait justement à une communication forte. Le plus probant exemple aujourd'hui, la publicité.
Bon, c'est une manière de propagande. La propagande n'est pas toujours forcément extrêmement négative. C'est de la communication. C'est pas toujours de l'endoctrinement négatif. Hein. Non, certes, mais quand on voit par exemple sur les écrans de télévision régulièrement ce qui est très sain, certainement. Je prends un exemple un petit peu basique exprès. Manger 3 légumes et 2 fruits par jour, c'est certainement très sain pour la santé. Cela dit, c'est quand même vouloir influencer les gens à aller dans ce sens-là. Et ça, est-ce que ça n'est pas de la propagande, fût-elle positive? Oui, enfin, il y a propagande et propagande. Je ne pense pas que ce soit forcément un attrait extrêmement négatif. Ça va peut-être influer sur certains spectateurs, ça va peut-être faire changer certains comportements. Mais bon, on est loin quand même des propagandes hitlériennes ou à la Goebbels, ni de celles de Philippe le Bel. Oui, fort heureusement. Fort heureusement. Mais il y a tout de même un peu de danger, vous croyez pas? Non, je pense pas. Pas à ce niveau-là, ou sûrement pas sur les fruits et légumes. Non. Donc Nicolas Jaunis, qui était notre invité aujourd'hui sur Mémoire d'ici, et qui est, je le rappelle, chef d'orchestre, vous avez un programme de concert à venir? Bien, je viens d'en terminer avec la 5e symphonie de Beethoven, justement, dimanche dernier. À quel endroit? À Nantes, à l'église Saint-Nicolas. Et puis là, pour l'instant, j'ai 2 mois de trêve avant de repartir en tournée dans les pays de l'Est à suivre. Là où il y a plus de propagande, paraît-il. Il y en a eu beaucoup. Oui.